Liban, cessez-le-feu prolongé pour trouver un règlement politique. Rencontre Begin-Reagan demain. Fin de la convention nationale du Parti socialiste. Guerre aux privilèges et avertissement au Parti communiste avant les municipales. Lionel Jospin, invité de ce journal. Les 24 heures du Mans, Jackie Hicks sur Porsche, vainqueur pour la 6e fois. Mondial, l'Angleterre bat la Tchécoslovaquie. Demain, France-Koweït. Madame, Monsieur, bonsoir. Unis pour la paix. Derrière une large banderole résumant ainsi leur profession de foi, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté cet après-midi à Paris, de Montparnasse à la Bastille. Ils étaient 200 000 selon les organisateurs, il n'y a pas encore d'estimation de la police. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants, en tout cas, alertés depuis un mois par l'appel signé par 100 personnalités françaises de tous bords et mobilisés, entre autres, par le Parti communiste. Henri Gallet et Dan Loustalot. Unis pour la paix, c'était la banderole qui ouvrait aujourd'hui cette marche de Montparnasse à la Bastille. 100 personnalités, en tête Edmond Charleroux, aux côtés d'Aragon, Georges Marchais, Marina Vladi, des intellectuels, des artistes précédents, tous les anonymes. Cette marche a répondu aux espoirs des associations, des syndicats et du Parti communiste qui avaient fait le nécessaire pour que cet après-midi, Paris déclare la paix au monde. Place de la Bastille, la tête du cortège était accueillie par Catherine Ribeiro qui lisait aux marcheurs le texte de l'appel des 100. Pour commencer, nous voilà des milliers. Nous serons bientôt des millions. Nous qui sommes pour la paix et le désarmement, en appelant solennellement aux Nations Unies, à tous les gouvernements et aux deux principales puissances en particulier. Nous voulons, nous aurons le bon de paix. Nous voulons, nous aurons le bon de paix. Nous voulons, nous aurons le bon de paix. Dans cet appel, les 100 demandent l'arrêt de l'escalade nucléaire. Ces vœux correspondent à ceux du Parti communiste, puisque Georges Marchais se déclarait récemment en Antenne 2 aussi bien contre les fusées Pershing américaines qu'hostiles aux SS-20 soviétiques. Reste que dans ce domaine de la paix, les Français paraissent beaucoup moins concernés que leurs voisins européens. En un mot, ça fait 2 ans, on se bat pour éliminer Giscard. On s'est un peu moins préoccupé de la paix. D'autre part, nous avons une force de dissuasion indépendante. Nous ne sommes pas concernés par l'installation des missiles. On peut donc comprendre qu'il y avait un certain retard. Mais je crois que nous sommes en train de le combler avec cette grande manifestation d'aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début. Il avait le cœur plus grand que la terre dans ses yeux là. La paix en marche, c'était le thème de tous les slogans de la journée. Le classique « Faites l'amour mais pas la guerre », plus poétique, dans un pot de fer des grenades, dans un pot de terre des fleurs. Incisif, la guerre serait un bienfait des dieux si elle ne tuait que des professionnels. Des slogans et la conclusion, une phrase de Jean Jaurès. Je pleure sur les morts innombrables. Et fort de son exemple, nous nous engageons à poursuivre notre combat, toujours unis, pour que se fasse entendre à travers le monde la voix nécessaire du bon sens et de la générosité, la voix de la France. Oui, une semaine après celle de New York qui avait rassemblé 700 000 manifestants, la marche pour la paix à Paris illustre en tout cas l'inquiétude que provoque l'escalade effrénée à l'armement. Une inquiétude qu'a voulu nourrir encore ce matin le secrétaire d'État américain Alexandre Haig en révélant que l'Union soviétique avait procédé ces derniers jours à une série d'essais d'armes stratégiques sans précédent. Monsieur Haig, qui avait longuement rencontré son homologue soviétique Andrei Gromyko, a réaffirmé que les États-Unis étaient prêts à négocier de bonne foi avec l'Union soviétique. Commentant l'attitude de Moscou dans la crise libanaise, Alexandre Haig a déclaré que l'URSS lui paraissait, je cite, prudente et préoccupée. Au Liban, aujourd'hui, la paix, une paix précaire, a grignoté un peu de terrain sur cette guerre dont on enterre encore les victimes. Le gouvernement israélien réuni ce matin a reconduit le cessez-le-feu, estimant que la mission du diplomate américain Philippe Habib doit se poursuivre. À Beyrouth, cet après-midi, le comité de salut national, réunissant toutes les tendances politiques libanaises, y compris Walid Jumblat, le chef de la gauche, le comité de salut national s'est réuni pour la première fois. Le but, trouver
trouver une solution politique à la situation actuelle sur le plan intérieur libanais. À Beyrouth, la population continue de vivre entre les évidences de la guerre et l'espoir de la paix. Maurice Werther. Gardée par des blindés israéliens, la route de Damas est quasi déserte. Signe de la tension qui régnait hier à Beyrouth, où l'on craignait pour aujourd'hui que les combats reprennent. La population des quartiers arabes, à laquelle se mêlent 10 000 Palestiniens, la population civile cherche à se mettre à l'abri sans savoir en vérité où aller. La guerre, dans toute son horreur, a déjà dévasté bien des villes libanaises, comme celle de Tyr. C'est pourquoi, cette nuit, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité une résolution présentée par la France qui enjoint toutes les parties au conflit de s'abstenir de toute violence contre les populations civiles, de respecter leurs droits, de prendre toutes les mesures utiles pour atténuer leurs souffrances, et en particulier de faciliter l'acheminement et la distribution des secours fournis par les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge. À New York, le représentant d'Israël a affirmé qu'un haut fonctionnaire de son pays est chargé de coordonner l'aide humanitaire avec le gouvernement libanais. Le représentant américain a annoncé que les États-Unis ont déjà engagé 15 millions de dollars d'aide au Liban et enverraient sous peu 20 millions supplémentaires. Ce soir, on attend à Beyrouth les résultats politiques de cette réunion du Comité de salut national. Le cessez-le-feu a été à peu près respecté aujourd'hui. Sur place, Daniel Catlin nous donne les toutes dernières nouvelles. Beyrouth a accueilli avec soulagement l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu. À midi, à l'heure de son expiration, j'ai vu les Beyrouthins sortir sur le pas de leur porte et tendre l'oreille à l'écoute d'éventuels coups de feu ou du grondement des canons. Peu à peu, en l'absence de nouvelles, la rue a su que, une fois encore, la crainte d'un affrontement dans la ville était repoussée. Cet après-midi, la ville était calme et les terrasses de certains cafés noirs de monde. À l'est, on s'est baigné sur les plages comme un dimanche ordinaire. À l'ouest, dans les quartiers palestiniens, les combattants se préparent toujours à une éventuelle attaque. Devant la résidence de l'ambassadeur de France, à la limite des quartiers chrétiens et musulmans, la route est barrée par des chicanes de terre. Malgré tout, cet après-midi, j'ai pu passer la ligne de démarcation avec une étonnante facilité. Les contrôles de part et d'autre sont allégés. Et, signe d'un changement de climat, l'armée libanaise a complètement disparu de certains points. Mais cela veut peut-être dire qu'elle s'est retirée pour laisser les Palestiniens et les milices chrétiennes face à face. Justement, la solution d'ensemble préconisée par Washington prévoit que l'OLP remettrait ses armes à l'armée libanaise et pourrait gagner librement l'Égypte, qui par la voix du président Moubarak aujourd'hui se dit prête à accueillir un gouvernement palestinien en exil qui poursuivrait sa lutte sur le plan politique. L'OLP déclare officiellement qu'elle ne désarmera jamais, mais elle serait prête à accepter que l'armée libanaise se déploie dans son bastion de Beyrouth-Ouest, à condition que l'armée israélienne effectue un premier repli. En tout cas, en prolongeant le cessez-le-feu, Israël démontre essentiellement à l'intention de Washington sa volonté de laisser une chance au plan Habib, et cela à la veille de la rencontre très attendue demain entre le président Reagan et le Premier ministre israélien. M. Begin vient de préciser sa position. Les troupes israéliennes n'occuperont pas Beyrouth, mais resteront au Liban tant qu'un accord de sécurité entre les deux pays ne sera pas signé. De son côté, la Syrie s'est déclarée favorable aujourd'hui à la mise sur pied au Liban d'une force multinationale américano-soviétique. La Syrie cherche aussi à réunir un sommet des pays arabes qui jusqu'ici n'ont pas levé le petit doigt dans le conflit libanais. Proche-Orient toujours, le président irakien Saddam Hussein a officiellement annoncé aujourd'hui que les forces irakiennes ont commencé leur retrait des territoires iraniens pour revenir aux frontières internationales reconnues. Ce succès de l'Iran pèse déjà lourdement sur l'échiquier arabe. La Grande-Bretagne a parachevé aujourd'hui sa reconquête des Malouines sans que Londres le reconnaisse officiellement. Des troupes britanniques ont débarqué aux îles Sandwich du sud, des îles gouvernées au XVIIIe siècle par un lord anglais qui donna son nom au sandwich, qui était son mets favori. Les quelques Argentins qui s'y trouvaient se sont rendus sans combattre. À Buenos Aires, les militaires n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le successeur de Galtieri à la présidence. L'armée de terre et l'aviation se disputent la place. Un manifeste préconisant un pouvoir politique à la fois civil et militaire sur la base d'un référendum circule dans les milieux politiques et dans l'armée. Outre la crise politique, la
situation économique devient grave. Aujourd'hui à Luxembourg, les pays membres de la communauté européenne ont commencé à débattre du sort des sanctions imposées à l'Argentine. La Grande-Bretagne souhaite les voir reconduire. Pourtant, sur le plan commercial surtout, ces sanctions ont plus coûté à l'Europe qu'à l'Argentine. Jeudi dernier, dans le port de Buenos Aires, ce bateau allait lever l'ancre avec à bord 30 000 tonnes de maïs à destination de l'URSS. Cette cargaison était à l'origine destinée à la Hollande, mais en représailles contre les mesures de boycott des pays européens, l'Argentine l'a fait dévier sur l'Union soviétique, qui achète déjà au prix fort plus de 70% des exportations de céréales de l'Argentine. C'est la preuve que le boycott économique a pu facilement être détourné. De plus, l'Italie ou l'Irlande, gros importateurs de céréales, ont renoncé à l'embargo dès le début de la guerre des Malouines. Enfin, les contrats passés avant le conflit ont dû être honorés. Je peux vous dire que les conséquences ont été presque inexistantes. Les raisons sont que les affaires de céréales se font généralement pour embarquement dans un délai de 2 ou 3 mois. Or, quand le conflit dont vous parlez a commencé, il y avait déjà un grand tonnage qui avait déjà été vendu et qui n'était pas encore embarqué. En revanche, des pays comme la France, qui menaient ici une politique de grands travaux comme la construction de barrages en Argentine, ont subi un coup d'arrêt dans leur offensive commerciale. En représailles au boycott, l'Argentine a repoussé des projets de grands chantiers lancés par des entreprises françaises. Plus d'un contrat nous aura échappé, mais pas à nos concurrents. C'était une branche qui est très importante dans notre commerce extérieur et où la France avait fait de grands efforts depuis 3 ou 4 ans. Et nous étions bien partis, nous avions même eu déjà quelques adjudications. Et dans ces derniers jours ont été annulés d'une façon ou d'une autre plusieurs appels d'offres qui étaient ou destinés à la France, ou en tout cas où la France avait ses chances. Par exemple, dans le cas du contrat électromécanique, l'adjudication à la France a été immédiatement donnée au Japon. Dans d'autres cas, on peut supposer, on peut craindre que des gens qui ne sont pas de la communauté européenne, comme le Japon ou l'Espagne, ou que des gens qui étant de la communauté européenne, mais s'étant arrangés pour ne plus appliquer les sanctions, comme l'Italie, vont prendre notre place. L'Argentine n'était pas un gros client de la France, mais la solidarité européenne qui a entraîné le boycott économique de ce pays peut avoir des conséquences plus graves sur notre commerce avec toute l'Amérique latine. Il sera difficile pour la France et l'Europe de rattraper ces 2 mois d'embargo économique contre l'Argentine. Si la guerre pèse aussi lourdement sur l'économie britannique, elle en valait la peine, estiment les Britanniques. 80% d'entre eux, interrogés par le Sunday Times, se sentent en effet plus fiers de leur pays aujourd'hui. Et le pays conservateur de Mme Thatcher s'en trouve bien sûr bénéficiaire. Aujourd'hui, dans la cathédrale de Coventry, les familles des victimes de la guerre, les survivants et à l'unisson une bonne partie des Britanniques ont célébré la mémoire de ceux qui sont morts pour les Malouines. Une autre cérémonie en Normandie cette fois pour rendre hommage aujourd'hui aux parachutistes du même bataillon qui a repris les Malouines, les parachutistes britanniques tombés, eux, il y a 40 ans à Bruneval, près d'Étretat. Le président Mitterrand et le prince Charles d'Angleterre présidaient les cérémonies. Bernard Pradino. Ce groupe de parachutistes britanniques dans le ciel de la Normandie est un symbole, celui de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le président Mitterrand, en compagnie du prince Charles, célébrait le 40e anniversaire du premier raid allié, le débarquement d'un commando de para dans la nuit du 28 février 1942, opération organisée par Lord Mountbatten et le colonel Rémy. Opération succès contre une position de radar allemande, enlevée à l'ennemi avant que le commando ne reparte vers l'Angleterre, à bord de navires qui attendaient, au large de Bruneval, les héros des combats de la résistance. Le prince Charles, dans son discours, a remercié la France de sa solidarité envers la Grande-Bretagne au cours d'un conflit beaucoup plus récent, la guerre des Malouines. Les liens historiques puissants qui existent entre la France et la Grande-Bretagne ont été tout récemment renforcés
par l'empressement avec lequel vous avez apporté votre soutien à la Grande-Bretagne depuis le début de la crise des îles Falklands. Le peuple britannique y a été profondément sensible et je tiens à m'associer à lui pour vous exprimer ma gratitude personnelle. Il faut savoir faire la guerre lorsque la guerre conduit à la liberté, a déclaré de son côté le président Mitterrand. Mais il faut aussi savoir faire la paix, a-t-il dit, et j'attends des peuples qui la connaissent, qu'ils sachent à leur tour la conduire. La politique française maintenant, avec la fin de la Convention nationale du Parti socialiste, réunie à Cachan. Après 2 jours de débat, les socialistes ont donné leur accord à la politique économique du gouvernement en précisant que la rigueur n'est acceptable, je cite, que dans une solidarité accrue. Les socialistes demandent au gouvernement de s'attaquer aux privilèges et d'ouvrir les dossiers des rentes de situation pour que les salariés ne fassent pas seuls les frais de l'austérité. Pour ce qui est des élections municipales, dont la préparation était au départ l'objet de la Convention, les socialistes ont décidé de faire un pas en direction d'un accord avec le Parti communiste. Ils ont en effet accepté officiellement qu'il y ait plus de 2 listes au second tour, comme l'exigent les communistes. Monsieur Jospin, vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste, vous revenez de Cachan. Parlons d'abord des municipales. Vous avez fait là un beau cadeau aux communistes et certains de vos militants ne sont pas très contents, semble-t-il. Je ne crois pas que nous ayons fait de cadeau. Simplement, je pense qu'il est bon que des partis qui dirigent ensemble le pays, en tout cas qui sont représentés au gouvernement, qui ont une majorité à l'Assemblée, puissent se mettre d'accord sur un système électoral, dont j'espère d'ailleurs qu'il conviendra aux autres partis, puisque son objectif est à la fois de représenter les minorités partout, ce qui est démocratique, et d'assurer des majorités pour la gestion des villes, ce qui est un gage d'efficacité. Mais vos militants ont quand même un peu rechigné, là. Oui, nos militants ont le souci que le Parti socialiste puisse profiter logiquement du courant qui s'est porté vers lui à l'occasion des élections législatives, présidentielles d'abord, et législatives. Mais vous savez, je crois que notre objectif est de réaliser des listes d'union de la gauche partout où c'est possible, à condition bien sûr que dans un certain nombre de villes où le courant socialiste a été reconnu par le suffrage universel, les responsables communistes admettent que là, les temps ont un petit peu changé. Donc pas de sacrifice socialiste quand même. Non, pas de sacrifice socialiste, et en même temps le respect du partenaire. Et s'il y a accord, eh bien nous ferons des listes ensemble. Quand il n'y aura pas accord, je pense que ce sera au suffrage universel de dire qu'il place en tête le candidat ou les candidats socialistes ou les candidats communistes. Alors en ce qui concerne la politique économique du gouvernement, là on pouvait quand même palper un malaise assez net à Cachan, parce qu'en fait le Parti socialiste a été mis devant le fait accompli. Une dévaluation, ça ne s'annonce pas à l'avance. Si on l'annonce 15 jours avant, ça veut dire qu'on l'a fait 15 jours plus tôt. Vous comprenez bien que si on annonce une dévaluation, on allume la spéculation. Donc une dévaluation se nie jusqu'au moment où elle se fait. C'est une absolue nécessité. Il y a eu une dévaluation, et dès qu'on prend une dévaluation, si on veut la réussir, c'est-à-dire si on veut que l'avantage de gain à l'exportation, puisque les produits français sont moins chers, soit plus fort que la perte à l'importation, puisque les produits étrangers, s'ils rentrent sur notre marché, doivent être payés plus cher, avec plus d'argent français, il faut des mesures d'accompagnement, celles qui ont été prises, blocage des salaires et blocage des prix pour 4 mois. Alors ces mesures doivent se décider tout de suite. Le Parti socialiste approuve le sens de ces mesures, je l'ai dit, cela a été dit, à condition qu'elles ne cassent pas l'expansion économique, la lutte contre le chômage, et d'autre part qu'elles respectent les solidarités. Et alors la chasse aux privilèges que vous réclamez, cela veut dire quoi exactement? Ce n'est pas exactement une chasse aux privilèges que nous réclamons. Ce que nous disons, c'est que lorsqu'on bloque les revenus, on sait qu'il est très facile de bloquer les salaires. Les salaires sont connus par les fiches de paye, et donc les salariés ne peuvent pas dissimuler leurs revenus. D'autres catégories sociales peuvent les dissimuler. Si l'on bloque les revenus, il ne faut pas simplement bloquer les salaires, mais les autres revenus. Alors nous disons qu'il faut pouvoir, eux aussi, les contrôler pour que ces catégories, dont certaines ne sont pas très privilégiées, tout petits paysans, tout petits commerçants, mais dont d'autres le sont beaucoup, participent de l'effort de solidarité et de l'effort de rigueur économique. Et là, vous pensez que le gouvernement va vous suivre dans ce sens? Mais oui, je crois que Pierre Mauroy, quand il s'est exprimé devant la Convention, l'a dit. En tout cas, nous le souhaitons vivement.
Donc, ce qui prouve que le Parti socialiste dit des choses, et vous verrez qu'il sera entendu sur ce point. Et aussi, dans la bonne tradition des hommes politiques, vous avez attaqué la presse ce matin. Non, je n'ai pas attaqué la presse. J'ai simplement constaté que l'on portait des jugements sur la base de déclarations que je n'avais pas prononcées. Alors j'ai dit, si on veut avoir des discussions sérieuses sur les problèmes économiques mondiaux, sur l'explication de l'inflation par exemple, il vaudrait mieux se reporter aux propos effectivement tenus plutôt qu'à des propos rapportés inexactement. Je crois que les choses sont déjà si compliquées en économie qu'il vaut mieux pas les compliquer en déformant les choses. Bien, nous nous y efforçons tous les soirs, tous les jours. Merci, Monsieur Jospin. Une convention de développement culturel entre l'État et la région Nord-Pas-de-Calais a été signée aujourd'hui à Lille par le ministre de la Culture, Jacques Lang, et le président du Conseil régional. Le ministre de la Culture a aussi présenté ses mesures pour la création artistique tous azimuts. Parmi les objectifs, la décentralisation de la culture, illustrée précisément ce week-end par l'inauguration d'un musée Matisse au Cateau, dans le Nord. Le Premier ministre Pierre Mauroy a affirmé à cette occasion que la crise exige aussi une réponse culturelle. Le nouveau musée regroupe les donations des familles Matisse et Herbin à la ville natale du peintre. Martine Chaussin. Cateau-Cambrésis, une petite ville de 9000 habitants dans le sud du département nord de la France. On y termine l'installation du nouveau musée. C'est une histoire qui remonte à 1952. À cette époque, Henri Matisse décide de faire un don à sa ville natale, la création de son musée, le seul qu'il fera de son vivant. Invalide, il dépêche sur les lieux sa photographe afin d'avoir les dimensions précises du salon d'honneur de l'hôtel de ville que la municipalité met à sa disposition et choisit en fonction de l'accrochage un ensemble d'œuvres qui résume sa vie d'artiste tout entière. Pour cette dernière création de Matisse, Lucien Durin, pharmacien de la ville, l'avait rencontré à Paris. Nous avions constitué au Cateau un petit comité d'amateurs d'art. Il y avait le juge de paix, un médecin, un pâtissier et moi-même qui étais pharmacien dans la ville. Et comme j'étais le plus jeune alors et le plus disponible, je fus désigné par ce comité pour rencontrer Matisse afin de mettre au point la réalisation pratique du musée qu'il avait décidé de créer dans notre ville. Et puis surtout question donc de l'installation des détails pratiques de ce musée. Et ceci étant fait, Matisse s'abandonna, me montra des dessins. On a l'impression qu'il faisait un retour en arrière vers ses origines, vers son atavisme paysan. Et il était très émouvant de penser qu'au moment même où il créait ce musée du Cateau, il pensait déjà à la création d'une école maternelle dans cette ville qu'il allait réaliser et pour laquelle il allait créer ce vitrail magnifique que l'on appelle couramment les abeilles. Ici, un Morane Saulnier Haï de l'escadrille des Mouettes, qui combattit pendant la guerre de 1914. Au décollage, un Lateco Air-17. Dans les années 30, cet avion, utilisé par la postale, traversait l'Atlantique Sud avec le courrier et les passagers jusqu'à Natal, au Brésil. Voici le Dragon Rapide de Havilland. En 1934, il transportait 8 passagers sur la ligne Paris-Londres.